écoutez, le terrain a été évidemment non seulement préparé, mais très bien travaillé par mon prédécesseur ici même, M. Grosverst. Et je vais peut-être parfois recouper ce qu'il a dit, je m'en excuse. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet, car c'est un sujet qui ne peut pas, le propre du complexe, et ça ne peut pas se résumer ni en un mot, ni en une phrase, ni même en une heure. Donc c'est déjà une entreprise un peu paradoxale que celle à laquelle je me trouve voué. C'est beaucoup plus un propos pour un long séminaire où on parle longtemps, où il y a beaucoup de questions, de réponses, on sent très clair. Mais enfin, essayons de travailler dans ce cadre. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour commencer, c'est que nous employons très souvent le mot complexe, et je dirais même de plus en plus souvent. On dira c'est très complexe, la situation en Yougoslavie est très complexe, et puis ce qui se passe actuellement en Russie est très complexe, au Moyen-Orient, puis en France, alors cette crise est très complexe. Enfin, et chaque fois que nous employons ce mot de complexe, cela traduit une sorte d'impuissance à rendre compte de ce qu'il s'agit. Ça traduit un dérapage de l'esprit ou de la pensée. Et pourquoi donc ? Et pourquoi ? Parce que nous avons appris à compartimenter, à étudier les objets isolément. Nous avons appris à réduire dans une réalité qui a plusieurs aspects ou plusieurs dimensions à une dimension importante et on élimine les autres, qu'on est habitué à une pensée mécaniste, c'est-à-dire qui comprend les choses parce que ça se développe selon une causalité linéaire, une cause produit un effet, et il n'y a pas de retour de l'effet sur la cause, et qu'en plus, il y a toujours des effets déterminés selon une logique tout à fait déterministe. Alors, moi je commencerai par dire qu'à reconnaître la complexité de façon négative, c'est ce qui échappe à la pensée qui isole les objets, à la pensée qui compartimente les secteurs, à la pensée qui réduit un tout divers à un élément fondamental. C'est ce qui échappe à la vision mécaniste ou strictement déterministe, c'est ce qui échappe à la causalité linéaire. Et puis, il se trouve que dans notre époque, les développements de la pensée technoscientifique et sa généralisation dans tous les domaines ont apporté non seulement des connaissances qui nous enrichissent notre vision de l'univers, de la vie, de l'homme, mais ont apporté aussi un nouveau type d'ignorance du fait de l'extrême spécialisation des savoirs. Ce qui fait que finalement, le spécialiste, à la limite, c'est presque tout d'un secteur très étroit, mais ne sait pratiquement plus rien de tout ce qui environne ce secteur et évidemment de tout le reste des champs de la connaissance. Et c'était déjà une chose que Pascal remarquait quand il disait « il vaut mieux savoir un peu de tout que tout sur une seule chose ». Et pour lui, l'idéal de la connaissance, c'était ce qu'il appelait l'honnête homme, l'homme cultivé. Et cette idée idéale, dans le fond, correspond au fonctionnement normal de notre esprit et de notre connaissance. Quand aujourd'hui, on fait des travaux justement de sciences cognitives, de psychologie cognitive, pour savoir comment fonctionne l'esprit humain, on se rend compte que ce qui est important pour la connaissance, ce n'est pas le développement d'une sophistication de plus en plus grande dans un domaine précis, comme par exemple l'économie, qui est de plus en plus raffinée dans ses calculs et dans ses formules. C'est la possibilité de contextualiser, de mettre dans le contexte cette connaissance.
Si cette connaissance ne peut pas être mise dans le contexte, elle devient creuse et même illusoire. Du reste, la science économique, qui est devenue la science humaine la plus raffinée, est aujourd'hui une science que les économistes sont incapables de prévoir quoi que ce soit en économie. Pourquoi? Évidemment parce que l'économie elle-même est reliée aux phénomènes sociaux, aux phénomènes politiques, aux passions humaines, etc. Quand il y a un krach, il y a des phénomènes de panique, donc de psychologie des foules, et enfermer une connaissance sans la contextualiser, évidemment, c'est avoir une connaissance mutilée et stérile, contextualisée, et d'autre part, globalisée. Pourquoi? Là aussi, un minimum de psychologie cognitive nous dit que quand on veut connaître quelque chose sur un phénomène donné, l'esprit de l'enfant, l'esprit humain, pour le comprendre, mobilise tout ce qu'il a de sa connaissance du monde. Bien entendu, nous avons une connaissance du monde lacunaire. On a parlé de Gruyère tout à l'heure. Il y a énormément de trous. Mais c'est à partir de cette connaissance qu'on va essayer de situer le problème. Donc, il est évident que la nécessité de relier d'abord en contextualisant, relier en globalisant, est absolument vitale pour la connaissance. Et pourtant, l'éducation que nous avons reçue, et d'autre part, le développement du mode de connaissance hyper parcellarisé qui a découpé la réalité du monde comme des tranches de saucisson, ceci a stérilisé notre attitude à relier. Nous savons très bien isoler, nous savons très bien compartimenter, nous savons très mal relier, nous savons très mal contextualiser, nous savons très mal globaliser. Alors, dans le fond, c'est là où se pose le problème de la pensée complexe. Bon, globaliser. Comment? Comment? Ici, on voit l'apport inappréciable, encore que jusqu'à présent, il n'ait pas donné son plein développement, l'apport inappréciable du systémisme et, je dirais même, du concept de système dès qu'on le regarde, justement, tel qu'il fait surgir la complexité. Quelle complexité? Eh bien, reprenons ici une métaphore quantitative qui n'a pas de sens mathématiquement, mais qui a un sens intellectuellement, c'est qu'un système est plus que la somme des parties. Nous savons tous, évidemment, que les propriétés d'un tout, les propriétés d'une bactérie, n'est-ce pas, ce sont des propriétés qui émergent au niveau de l'ensemble de la bactérie, mais comme cette bactérie est constituée de molécules, les molécules n'ont aucune des propriétés de la bactérie. Elles n'ont pas la capacité de se reproduire, elles n'ont pas la capacité de se nourrir, elles n'ont pas la capacité de communiquer avec les autres bactéries entre elles de la façon qu'ont les bactéries de communiquer, c'est-à-dire par échange d'ADN. Elles n'ont pas la communiquer de se mouvoir dans un environnement. Bon. De même, évidemment, un être humain a des propriétés que n'ont pas les organes et bien entendu les cellules isolées qu'il constitue. On peut multiplier les exemples de cet ordre-là. Et l'autre aspect, c'est le tout est moins que la somme des parties. C'est un aspect qui est moins vu, mais qui est non moins évident, puisque l'organisation d'un tout impose des contraintes sur chacune des parties qui ne peut pas exprimer toutes ses virtualités et toutes ses potentialités. Alors, le tout est moins que la somme des parties, tout en étant plus que la somme des parties. D'où deux idées qui se dégagent. L'idée d'émergence, c'est-à-dire que dès qu'un tout est organisé, il a des qualités nouvelles qui sont apparues. Et évidemment, une société a des qualités qui apparaissent, bien que les sociétés soient le produit des interactions entre les individus. Et ces qualités qui apparaissent, la culture par exemple, ces qualités rétroagissent sur les individus et à ce moment-là,
les individus dotés du langage, qui apprennent le langage, qui apprennent la culture, ont la possibilité de se développer eux-mêmes, de développer leur virtualité cérébrale, qui sinon ne serait pas exploitée. Donc il y a le problème des émergences, qui ne sont pas déductibles logiquement à partir de la considération des éléments, et il y a le problème des contraintes. Il n'existe pas de système sans contraintes, et à ce moment-là, on arrive à toute une série de problèmes que nous pouvons vous poser dans différents systèmes sociaux, culturels, humains ou autres. Quel est le système qui a le maximum d'émergence, c'est-à-dire de qualité, et le minimum de contraintes, c'est-à-dire qui permettent les virtualités de chaque membre, individu ou partie, de s'épanouir. Alors, nous avons une façon importante de globaliser, c'est relier les parties au tout dont elles font partie. Il y a une première globalisation au niveau de certaines entités. Vous avez l'individu, vous avez la société. Bon, vous voyez, c'est globalisé. Dans cette globalisation, il est évident qu'on ne va pas abandonner la connaissance des parties pour privilégier celle du tout. Une pensée réductionniste, comme par exemple en sociologie, l'individualisme méthodologique, dit une société, il suffit qu'on peut la comprendre à partir de l'étude du comportement des individus. On n'a pas besoin en plus d'ajouter la totalité du social. Mais vous avez une autre tendance sociologique qui est classique, présente chez Durkheim, où la vraie réalité en tant que réalité, c'est le tout, c'est la société. Et les individus ne sont que des éléments, des moments dans cette société, etc. Or, ce qui est intéressant dans la connaissance, c'est la relation tout-parti et parti-tout. Et la vraie connaissance, c'est celle qui est capable de faire une navette constructrice et productrice entre le tout et les parties. Pascal, maître en complexité, car il faut lire Pascal. Pascal dit « Je tiens », et d'ailleurs, Pascal élargit cette vision, parce que pas seulement à la globalité d'un système, mais en allant de système en système, parce que dans le fond, nous sommes des systèmes individuels qui sont partie d'un système social, lequel fait partie d'un système qui est l'humanité, lequel fait partie d'un système terrestre, etc. Pascal dit « Toute chose étant causée et causante, toute aidée et aidante, et tout étant lié par un lien insensible qui lie les plus éloignés les unes aux autres, je tiens pour impossible de connaître les parties si je ne connais pas le tout, comme de connaître le tout si je ne connais pas particulièrement les parties. » Alors, si vous prenez à la lettre cette phrase de Pascal, c'est une invitation impossible. Personne ne saura posséder la totalité du monde et personne ne saura avoir une information totalement exhaustive, même sur une toute petite partie. Mais l'invitation de Pascal, c'est d'avoir une connaissance de moins en moins arbitraire, de plus en plus adéquate, et qui en plus reconnaît les incertitudes qu'elle va trouver en route pour faire effectivement ce travail. Et vous comprenez déjà que dans la pensée mécanique, disjonctrice, réductrice, ce travail est absolument impossible. Alors, d'autre part, quand vous avez un système, vous avez tendance à l'unifier, à dire, ben voilà, il forme une unité. Mais cette unité est constituée d'éléments divers. Dans un pays comme la France, vous avez les provinces, vous avez les ethnies, et les individus en sont eux-mêmes très divers les uns des autres. Mais si vous avez un système molécules, la molécule est composée d'atomes différents. Les systèmes, dans le fond, sont constitués, c'est une façon d'organiser les différences, la différence. Et alors là aussi, c'est un problème qui arrive très mal à saisir ceux qui sont dans la pensée compartimentée classique, c'est ou bien l'unité ou bien la diversité. La diversité, on catalogue, l'unité, on oublie la diversité. Et tellement de discussions aujourd'hui se résolvent d'une façon extrêmement sommaire, parce que vous avez les partisans de la diversité qui ne voient que la diversité, qui ne voient pas l'unité, en disant par exemple les cultures sont hétérogènes les unes aux autres, il n'y a aucune communication entre elles,
et ceux qui ne voient que l'unité en disant oui, les hommes sont tous pareils, ils ont tous les mêmes passions, les mêmes idées, etc. C'est une vieille polémique qui a commencé à l'époque des Lumières, reprise par Herder qui, en tant que précurseur du romantisme allemand, a insisté sur les différences, alors qu'il s'agit de voir l'unitas multiplex, l'unité du multiple. Nous faisons tous partie de la même espèce humaine, nous avons le même cerveau, nous avons les mêmes chromosomes, nous sommes constitués de la même façon, et pourtant, nous sommes différents. Et je dirais même, c'est cette même unité qui crée la différence. Parce que les combinaisons entre les gènes qui s'opèrent au moment de la rencontre et de l'association des deux stocks, des deux patrimoines génétiques, celui du père et de la mère, qui se font au hasard, créent un être différent. Mais en plus, il n'y a pas deux individus somatiquement différents, semblables l'un à l'autre. Et il n'y a pas seulement cette différence génétique, il y a les différences qui viennent de nos expériences, lesquelles commencent dans le ventre de notre mère, lesquelles se développent dans le milieu familial, avec l'éducation, avec la culture, etc. Nous sommes des êtres qui avons en nous la potentialité des différences, et ces différences s'actualisent dans les cultures différentes et aussi dans les situations qu'occupent les uns et les autres. Le même personne sera différente si elle est roi ou si elle est hors la loi. C'est ce que montre la pièce de Calderon, La vie est un songe. Bien. Alors, donc, saisir l'unité du multiple est une exigence profonde de la pensée complexe qui heurte nos habitudes. Alors ça, ce sont quelques-uns des problèmes posés par la globalisation à l'intérieur d'un même système. Mais il faut aller au-delà d'un système, d'un ensemble organisé, et à ce moment-là, il faut contextualiser, c'est-à-dire considérer que ce système n'est pas isolé. L'erreur fondamentale est de considérer les choses comme des objets isolés, et surtout les choses vivantes, c'est-à-dire les êtres vivants. Et alors, ici, le problème de la contextualisation est important. Ceux qui font un minimum de linguistique le savent bien, un texte ne s'éclaire qu'en fonction du contexte. La même phrase peut avoir des sens différents. Si on me dit, par exemple, dire « tu viens chérie » au moment d'entrer dans la chambre nuptiale, ou « tu viens chérie » quand je passe dans une rue où il y a de la prostitution, la même parole a deux sens différents, mais que je restitue son sens authentique, évidemment, selon le contexte. Et le jeune marié ne dira pas à son épouse encore vierge, mais qu'est-ce que tu me racontes là? S'il a fait l'expérience, évidemment, de la prostitution. Donc, le contexte est évidemment extrêmement important. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'être vivant, celui-ci ne peut exister que dans un contexte, c'est-à-dire dans un environnement, et c'est ici que je pense que la notion d'auto-éco-organisation est capitale. Pourquoi elle est capitale? D'abord parce que la notion d'auto-organisation nous fait comprendre une chose qu'on ne pouvait pas comprendre dans le cadre de ce qu'on peut appeler la science classique, la science déterministe classique qui a triomphé jusqu'au début du XXe siècle et qui est en train d'agoniser dans différents secteurs du savoir. Pourquoi? Parce que il est évident que l'idée de liberté, l'idée d'autonomie ne pouvait pas prendre un sens dans un univers purement matériel où les influences, les causes étaient toujours extérieures. Alors l'idée d'auto-organisation elle-même est un développement, est un palier supérieur par rapport à la conception systémique. Pourquoi? Parce que l'auto-organisation insiste sur un phénomène qui est celui-ci. D'abord, l'autonomie a pu être dégagée, ne serait-ce que sur le plan purement physique, à partir du moment
où l'idée lancée par Norbert Wiener, le cybernéticien de rétroaction, est devenue une idée opérationnelle. Par exemple, vous avez un système de chauffage central, vous avez un thermostat dans les pièces chauffées par les radiateurs qu'alimente le système de chauffage, et que se passe-t-il? Vous avez un phénomène tout d'abord tout à fait remarquable, c'est que, évidemment, l'effet, c'est-à-dire la température désirée, va rétroagir sur la cause, c'est-à-dire déclencher le signal d'arrêt qui va stopper la machine. Donc, et vous créez une boucle causale au lieu d'avoir une causalité linéaire. Mais cette rétroaction de l'effet sur la cause va provoquer une chose intéressante qui est l'autonomie thermique. L'autonomie thermique des pièces chauffées. C'est-à-dire qu'il va faire moins 5 dehors, il va faire plus 19 à l'intérieur. Et je dirais même que cette autonomie est telle que c'est le froid extérieur qui va provoquer la chaleur intérieure, contrairement aux effets physiques classiques d'homogénéisation de la température. C'est-à-dire qu'un tel système est négantropique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une homogénéisation générale de la température, au contraire, il augmente la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà donc quelque chose de très élémentaire qui permet de comprendre l'autonomie. Mais au niveau des êtres vivants, ce n'est pas seulement la rétroaction laquelle permet de comprendre bien des phénomènes vivants comme l'homéostasie. C'est une chose que Cannon avait déjà, dans les années 30, bien révélée, c'est-à-dire qu'il y a une constance dans l'organisme, pas seulement une constance thermique, une constance de la température, mais une constance dans les composants chimiques, etc. Bon. Mais il y a un phénomène plus important, plus fondamental que la rétroaction, c'est la récursion. Alors, qu'est-ce que c'est que la récursion organisationnelle? La récursion organisationnelle, ça veut dire que vous avez un processus circulaire, comme la rétroaction, mais où les effets et les produits deviennent causateurs et producteurs de ce qui les produit eux-mêmes et de ce qui les cause eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous prenez le cas d'un être vivant. Lui-même, il se produit et donc il produit toute une série de qualités émergentes, c'est-à-dire la capacité de se nourrir. Mais cette capacité de se nourrir qu'il produit, elle est nécessaire, cet effet, n'est-ce pas, qui est produit par son organisation, est nécessaire pour qu'il continue à se nourrir, c'est-à-dire pour qu'il ne vive pas. Prenons le cas d'un système de reproduction et d'un individu. On peut dire qu'un individu est le produit d'un système de reproduction. Chacun est le produit de la reproduction entre les deux germes qui se sont joints de ses parents. Mais cet individu qui est un produit devient lui-même producteur, puisqu'à son tour, avec une personne d'un autre sexe, il va accomplir ce cycle. Nous sommes produits et producteurs. Dans une société, nous sommes producteurs de la société par nos interactions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais une fois que la société existe, ces qualités émergentes permettent de nous produire comme individus humains parce qu'elles nous donnent le langage, la culture, qui nous permettent de nous accomplir. Alors, nous avons ce cercle, cette causalité circulaire et productrice, mais qui ne tourne pas en rond vicieusement. Pourquoi? Elle a besoin, comme je l'ai dit, de s'alimenter. De même, la chaudière, elle a besoin d'être alimentée en charbon ou en fioul. Un tourbillon, par exemple, qui est un système stationnaire, n'est-ce pas, provoqué par la rencontre entre un flux d'un torrent et une pierre ou une arche d'un pont. Bon, c'est un système remarquablement apparemment qui est rotatif, c'est-à-dire que vous avez un circuit incessant, n'est-ce pas, de molécules d'eau, mais ces molécules d'eau font le circuit puis s'en vont, c'est-à-dire il est dans le flux. Et alors, il a besoin d'être alimenté par la rivière. Nous avons tous besoin d'un flux nourricier. Et si ce flux s'arrête, nous cessons de vivre. Et
ce qui est tout à fait remarquable, c'est que non seulement nous, êtres vivants, nous avons besoin d'un flux énergétique, donc besoin de se nourrir, mais la nourriture que nous trouvons est une nourriture déjà organisée. Nous nous alimentons de légumes, nous nous alimentons de viande. Ce sont déjà des macromolécules extrêmement élaborées. Nous avons mangé des autres vivants. Ces autres vivants, nous les transformons, mais nous gardons une partie, nous l'éliminons, mais une partie est déjà prête pour, en quelque sorte, enrichir notre métabolisme. Donc, nous sommes dans un système où nous puisons pas seulement de l'énergie, nous puisons de l'organisation. Mais nous puisons pas seulement de l'organisation à ce niveau-là, on peut dire que nous puisons de l'organisation dans cosmique. Pourquoi cosmique? Eh bien, regardez, nous sommes au printemps. Bon, certaines fleurs ont déjà éclos, les primevères, les jonquilles. Et puis il y a des marronniers qui ont déjà sorti leurs feuilles. Alors, ça se fait en fonction de quoi? D'un élément qui va être soit l'élévation de la température ambiante, soit l'allongement de la durée du jour. Mais l'allongement de la durée du jour et l'accroissement de la température ambiante vont jouer, selon les espèces, le rôle d'un déclencheur du cycle reproducteur, du cycle du réveil de la vie. Et les animaux, c'est pareil. Les marmottes vont se réveiller, et les autres vont entrer en rut, en chasse. C'est-à-dire, ce changement qui est provoqué par la rotation de la Terre autour du Soleil avec ces variations qui font qu'il y a des saisons dans les régions tempérées, ces changements cosmiques, en somme, vont jouer un rôle organisateur dans la vie. Et nous-mêmes, dans la société, toutes les sociétés ont un calendrier, c'est-à-dire elles ont un mode de fixer l'ordre des fêtes, des rites, de la vie, nuit, jour, saison, en fonction du cosmos. Autrement dit, nous avons en nous de l'organisation cosmique. Alors vous voyez que le contexte, ce n'est pas simplement ce qui nous environne, le contexte est intimement lié à nous. Du reste, aujourd'hui, ce qu'on appelle la conscience écologique est une façon de nous démontrer que si nous assassinons la biosphère, nous nous suicidons intégralement. Nous sommes dépendants de cette vie que pourtant par ailleurs, nous avons domestiquée et maîtrisée. Alors, nous nous rendons compte que la contextualisation est nécessaire. Et du reste, la conférence de Rio, toutes les alertes écologiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie sur le plan de la pensée? Amener à contextualiser. Et aujourd'hui, avec cette notion de développement durable, n'est-ce pas? Ça veut dire comment concilier le développement, c'est-à-dire le développement notamment des pays du tiers-monde, ou pas du tiers-monde, comme la Chine par exemple, qui est dans un rush industriel formidable, et les besoins de sauvegarder l'atmosphère, d'empêcher l'empoisonnement de l'atmosphère, d'empêcher un réchauffement de cette atmosphère qui entraînerait toute une série de conséquences en chaîne, comme l'élévation du niveau de la mer, etc., etc. Donc, nous nous rendons compte que le contexte vivant, atmosphérique, tout ceci est extrêmement important. Et dans ce cadre-là, nous nous rendons compte que la conception de l'autonomie, ce n'est pas une conception qui isole, c'est une conception qui à la fois isole et relie. Nous sommes des êtres à la fois fermés et ouverts. Et ce qui est vrai pour notre organisme est vrai aussi pour notre cerveau. Ce qui est vrai pour l'organisme, nous sommes ouverts d'abord par la bouche, par les oreilles, par toute une série d'organes ou de sens sur le monde extérieur, mais nous sommes fermés. Nous avons la peau, et du reste, la peau elle-même, elle est fermée ou ouverte, parce que vous savez, la peau est une frontière. Et qu'est-ce que c'est qu'une frontière? C'est ce qui interdit le passage à certaines choses et ce qui le permet à d'autres. Et donc, nous sommes... le système immunitaire, Le système immunitaire, c'est un système de gendarmerie qui protège l'organisme des pathogènes, des intrus, des étrangers et s'efforce de les écrabouiller ou de les chasser. Bon.
Alors donc, nous sommes à la fois fermés et ouverts. Notre cerveau, par exemple, on peut dire que nous sommes ouverts sur le monde par nos 5 sens, par notre toucher, par nos ouïes, par nos yeux, etc. Mais le cerveau, il est entièrement fermé. Il est fermé, c'est-à-dire que quand je vous vois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mes rétines sont impressionnées par des photons, par des stimuli lumineux, mais lesquels vont être transformés et traduits eux-mêmes sous forme de bip-bip, selon un codage binaire, lequel des différentes cellules, lesquelles vont capter des angles, des couleurs, des reliefs, etc., ces messages vont passer dans des zones diverses du cerveau, être entièrement travaillés et me restituer une représentation. Alors je vous vois, mais ce que je vous vois est une traduction, une reconstruction de la réalité. Ce n'est pas mon cerveau qui vous voit, c'est mon cerveau qui, par le truchement de mes yeux, vous a reconstitué. Donc, mon esprit est fermé et mon esprit est ouvert. Et alors, ce problème de l'ouverture et la fermeture simultanée, contrairement à la pièce d'Alfred de Musset qui dit qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, il faut que nous soyons ouverts et fermés à la fois. Voici une idée qui, effectivement, contredit nos habitudes mentales, et c'est aussi une introduction à la complexité réelle. D'autre part, ouverture-fermeture, c'est lié à l'idée d'autonomie-dépendance. C'est-à-dire que pour être autonome, il faut être dépendant. Pour être autonome, je dois dépendre de cet environnement qui me nourrit, qui me fait vivre, qui me donne son atmosphère. Et nous nous rendons compte que plus nous développons l'autonomie, plus nous avons besoin de dépendance. Pour avoir un esprit autonome, eh bien, il vaut mieux essayer d'apprendre une langue, plusieurs langues, éventuellement de connaître plusieurs cultures, plusieurs sociétés, réfléchir, donc lire des livres de philosophie, d'histoire, etc. Et dans le fond, la culture sert à l'autonomie de l'esprit. Elle peut servir aussi à la crédibilisation de l'esprit, bien entendu, parce qu'on peut très bien, la culture peut faire des précieuses ridicules, des trisotins, des diaphorus, et Dieu sait qu'il en est. Mais enfin, ça, ce sont les risques de la culture. Donc, vous voyez donc que autonomie, dépendance sont des notions liées. Nous pouvons concevoir l'autonomie, mais non pas d'une façon métaphysique en disant nous ne dépendons de rien, et nous pouvons concevoir justement le phénomène de dépendance en fonction de l'autonomie. Et la liberté, nous pouvons définir la liberté. C'était très difficile de définir la liberté, parce que la liberté était une propriété de l'ego dans la métaphysique, mais dans le monde scientifique de la science classique, comme tout était déterminé, on ne pouvait pas être libre. La seule chose qu'on disait et qu'on croyait remarquablement subtile, de dire c'est la conscience des déterminismes que je subis qui me rend libre. Enfin, en quoi la conscience d'un déterminisme peut-elle rendre libre si on n'est pas capable de modifier ce déterminisme? Alors que si on définit la liberté par la capacité de choix, c'est-à-dire une capacité interne et externe. Capacité externe, ce sont les possibilités que m'offre l'environnement. Si je suis emprisonné, je n'ai pas de capacité de me mouvoir et je ne suis pas libre dans le sens corporel du terme. Mais quand même en prison, je peux avoir une liberté mentale, c'est-à-dire continuer à croire aux idées auxquelles je crois, etc. Donc, la liberté, c'est la possibilité d'un esprit d'élaborer des choix et la possibilité d'un être doté de cet esprit d'effectuer ses choix. Donc il y a plusieurs sortes de liberté, il y a plusieurs degrés de la liberté. Par exemple, un ingénieur, il sort de son école, alors s'il est bien dans les bons rangs, dans les tout premiers rangs, il aura peut-être le choix de plusieurs villes, n'est-ce pas? Celui qui sort dans les derniers rangs n'aura le choix que d'une seule ville et pas très agréable. Bon, là aussi, les libertés, la possibilité de choix varie. Donc, on peut définir la liberté. Et toutes ces notions qui étaient chassées de la science classique sont désormais des notions qui peuvent être considérées, mais dans une connaissance scientifique qui s'est complexifiée et dans une pensée qui s'est complexifiée. Alors, en ce qui concerne le problème de la relation de la connaissance
avec l'environnement, il y a des problèmes évidemment assez difficiles. Par exemple, je pense que quand j'avais fait un travail, une recherche, une enquête dans une commune du Pays Bigoudin, en Bretagne, à Plozévet. C'était une commune évidemment très, très originale, qui avait beaucoup de traits singuliers, enfin, qui était une des communes du Pays Bigoudin, qui participe à ce Pays Bigoudin, lequel participe à la Bretagne, lequel participe à la France, lequel participe au monde occidental. Et alors, j'avais toujours le problème, c'est-à-dire que si j'en clôt trop mon objet d'étude, c'est-à-dire Plozévet, mais je me rends incapable de le comprendre, parce que Plozévet était dans un courant de transformation économique, social, mental, culturel, qui se développait dans toute la France. Donc j'avais besoin de la connaissance de l'ensemble, du tout, pour connaître cette partie. Mais la France elle-même faisait partie d'un ensemble occidental. Il fallait bien que je connaisse les courants, n'est-ce pas, de cet ensemble pour voir comment ça fonctionne à Plozévet. Mais en même temps, je ne pouvais pas dissoudre Plozévet dans une connaissance générale et je ne pouvais pas enfermer Plozévet hors de cette connaissance. Obligé de faire la navette, le résultat. On fait un travail, on fait un livre, on voit s'il est juste ou pas juste. Et puis c'est surtout dans les années qui suivent que l'on voit si le diagnostic est juste ou pas juste. Parce que dans ce cadre-là, la connaissance, elle n'est pas donnée d'avance comme dans un calcul déterministe. Le chercheur, comme le médecin, comme du reste la plupart des scientifiques qui font des recherches, sont obligés de faire de la stratégie, c'est de l'art, c'est-à-dire de faire des paris intellectuels. La certitude n'est pas acquise. Alors, cela étant dit, il faut voir aussi cet autre aspect de l'autonomie vivante. Et ici, il faut faire la différence entre ce que von Neumann appelait la machine artificielle et la machine naturelle. Bon, la machine artificielle, c'est par exemple les machines que nous produisons dans nos usines. Ce sont des machines qui sont très bien usinées, dont les constituants sont extrêmement fiables. Et pourtant, dès que cette machine commence à fonctionner, elle va commencer lentement et insensiblement à s'user et à se dégrader. La machine vivante, elle est constituée, elle, d'éléments extrêmement peu fiables. Ce sont des protéines qui se dégradent sans arrêt. Et pourtant, la machine vivante, quand elle va commencer à apparaître, elle va parfois même se développer. Et puis finalement, évidemment, elle va elle-même dépérir et finalement mourir. Mais la différence, c'est que l'une connaît une phase de développement, de régénération, et l'autre ne peut pas s'auto-régénérer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la machine vivante? Il se passe que ce qui fait sa faiblesse, c'est-à-dire le désordre que provoque la dégradation des molécules, le désordre que provoque la mort des cellules, parce que nous, sans arrêt, nos cellules meurent et sont remplacées par d'autres. Ce désordre, justement, est compensé par la génération de nouvelles molécules et la génération de nouvelles cellules. Ce qui fait que, sans arrêt, ce qui est le processus qui tend vers la mort est transformé par un processus de rajeunissement. Et alors, c'est ici que prend un sens une formule qu'a exprimée un philosophe de génie 5 siècles avant notre ère, Héraclite d'Éphèse, qui a dit « vivre de mort, mourir de vie ». Phrase très condensée, mais aujourd'hui qui prend tout son sens, puisque en effet, nous vivons de mort. Nous vivons de la mort de nos molécules, de la mort de nos cellules. C'est ça qui nous fait rajeunir. Et la société vit de la mort de ces individus en apportant une éducation à des jeunes qui eux-mêmes vont relayer les aînés qui vont sombrer. Vivre de mort, et en même temps mourir de vie. Pourquoi? Parce que rajeunir sans cesse, c'est fatigant, c'est tuant même. Et ainsi, paradoxalement, nous mourrons à force de rajeunir. Nous mourrons de vie. Ainsi donc, vous voyez que dans cette vision-là, ces deux concepts de mort et de vie, qui d'habitude sont tout à fait opposés et antinomiques, se trouvent joints tout en demeurant totalement opposés. Alors, vous avez donc des conceptions qui permettent de penser
ce que la pensée parcellaire ne peut pas penser. Et ici, je voudrais apporter une notion, à mes yeux, très importante. J'ai parlé dans le domaine de la relation, n'est-ce pas, puisque la pensée complexe, c'est une pensée qui relie, elle contextualise, elle globalise. Comment? Eh bien, en ayant conscience, en pouvant traiter pas seulement les interactions, mais les rétroactions, les interrétroactions, les indépendances et les dépendances à la fois, la récursion qui permet de créer des tout auto-organisateurs. Et en plus, il y a une autre idée qu'il faut apporter, c'est cette idée que j'appelle dialogique. Dialogique, ça veut dire quoi? Dialogique, ça veut dire que vous pouvez avoir deux principes différents l'un de l'autre, qui pourtant sont nécessaires l'un à l'autre tout en étant d'une certaine façon antagonistes. Ils sont complémentaires et antagonistes. Bon, je vous parlais tout à l'heure du problème, par exemple, de l'espèce de l'individu, de la relation sexuelle et de l'individu. Mais chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui traverse le temps, les époques et les individus, c'est-à-dire ce principe génétique, générique, ce principe qui passe par la reproduction sexuelle, et en même temps, nous avons le principe qui est métabolique, qui est de jouir, de vivre notre vie, et qui s'exprime dans notre relation singulière avec le monde. Ce sont deux choses qui... Nous sommes constitués de ces deux ingrédients. En nous, il y a une force qui nous pousse à poursuivre les choses au-delà de nous-mêmes, pas seulement sur le plan, disons, de la progéniture, de nos enfants, mais aussi même pour les causes à laquelle on se voue, la cause de la société, la cause de l'humanité, la cause de la religion. Donc nous avons quelque chose qui nous dépasse et en même temps nous sommes des êtres qui aimons jouir, boire un bon verre, faire un bon repas. Oui. Et donc ces deux principes sont liés et tout en étant antagonistes. Eh bien, pour prendre un exemple tout à fait différent, quand j'ai fait mon livre « Penser l'Europe », où je me suis posé, mais quelle est l'originalité, le problème, quelle est l'originalité de la culture européenne moderne, moderne, je veux dire, qui commence avec la Renaissance, etc. Et je me suis rendu compte que c'est le principe dialogique. Pourquoi? Parce qu'à la Renaissance s'opère une sorte de rupture de ce qui était englobé dans le vaste édifice de la théologie. D'un côté, l'héritage de la pensée grecque et l'héritage du monde romain se détachent de la pensée judéo-chrétienne, et du reste, il y a une deuxième rupture au sein du monde chrétien, puisqu'il y a la rupture de la Réforme en Europe. Et ces deux héritages qui étaient associés vont se dualiser. Ils vont se dualiser comment? Eh bien, à partir du renouveau de la pensée grecque, tout va être problématisé. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Parce que chez les Grecs, le monde, il est issu de la physis, n'est-ce pas? Le monde est originaire de lui-même. Et les dieux eux-mêmes sont nés de la physis. Alors que dans la conception biblique, c'est Dieu créateur qui crée le monde. Ce sont deux conceptions opposées. Mais la conception grecque amène à se dire, mais qu'est-ce que c'est ce monde? Il y a un secret dans le monde, et c'est le départ de la science moderne. La question se pose aussi, qu'est-ce que l'homme? À partir du moment où on cesse de croire que l'homme est créé par Dieu dans telles conditions, etc. Et à ce moment-là, c'est aussi quel est le statut de l'homme dans l'univers. D'autant plus qu'au même moment, il y a la révolution copernicienne qui lui enlève sa place centrale. Et ainsi, de questions en questions, va se développer une pensée laïcisée, c'est-à-dire qui cherche son fondement ailleurs que dans le Dieu créateur. Et entre les deux pôles de ce conflit va se développer toute l'histoire de la pensée européenne. Parce qu'on peut dire que Pascal, lui, est un croyant, mais c'est un croyant qui est très rationnel, qui comprend que la foi en Jésus-Christ est un objet de scandale par rapport à la raison, mais il sait aussi que la vraie raison doit se défier de la raison, et il fait en lui une sorte de cocktail où il unit d'une façon très intense tout l'héritage chrétien, et en même judéo-chrétien, puisqu'il dit Dieu
Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et pas Dieu des philosophes et des savants, donc il se ressource, mais en même temps, c'est un mathématicien, en même temps, il utilise le concept de Paris, en même temps, il prend conscience des contradictions qui sont dans l'être humain, c'est un esprit sceptique, rationnel, mystique, croyant. En lui s'unissent ces forces qui vont se combattre, s'échanger les unes des autres. Donc, à mon avis, dans toutes les réalités vivantes, humaines, sociales, l'idée de dialogique est en jeu. C'est-à-dire que ce qui est antagoniste, d'une certaine façon, peut être aussi complémentaire. Alors, un dernier principe, je dirais, c'est le principe de la relation hologrammatique. Nous sommes toujours dans l'idée de relation. Hein, et vous voyez toujours le fil qui est dans mon propos, une pensée qui essaye de relier. Hein, à travers l'interaction, la rétroaction, la récursion, la dialogique. Et là, c'est le principe hologrammatique. Alors, le principe hologrammatique, pourquoi hologramme? Parce qu'un hologramme, comme vous le savez, est une image physique dans laquelle la représentation d'un point contient presque toute l'information de la totalité de l'objet. Si, par exemple, j'ai l'hologramme d'une locomotive, et si je coupe mon hologramme en deux, je n'ai pas deux demi-locomotives, j'ai deux locomotives. En quatre locomotives. Et puis, les locomotives vont devenir de plus en plus estompées. C'est-à-dire que la partie, non seulement est dans le tout, mais le tout est aussi dans la partie. Pascal avait dit aussi, tout est dans tout. Et cette phrase qui fait grassement rire, quand on la regarde pour signifier la confusion mentale la plus totale, enfin, tout est dans tout, on a compris. Bon. Taisez-vous, bonhomme. Bon, mais quand on réfléchit, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est ça qu'on peut en comprendre. C'est le tout est dans la partie comme la partie est dans le tout. Pas de la même façon, évidemment. Le tout de la société en tant que société est en nous. Comme nous sommes une partie de cette société. Le tout de l'espèce humaine est en nous, comme nous sommes un fragment de l'espèce humaine. Mais alors on arrive à une conséquence qui est celle-ci. Nous sommes des fragments et nous sommes des tout. Évidemment, je ne suis qu'un fragment d'un ensemble social, culturel, biologique, etc. Mais je suis un tout, je suis un individu, j'ai un esprit, j'ai un cerveau, j'ai un monde de rêves, de cauchemars, d'aspirations, de joie, de peine. Chaque être est un cosmos. Et nous avons ce double statut. Nous sommes des fragments des moments successifs d'une espèce. Nous sommes des fragments des moments simultanés et successifs d'une société. Et en même temps, nous sommes des ensembles, nous sommes des petits. C'est ce genre de statut paradoxal qu'il importe de reconnaître parce que nous comprenons à la fois la complexité d'un simple individu isolé, mais en même temps la complexité de l'univers social, biologique, cosmique, dans lequel il se trouve. Je vais un peu accélérer. Je crois que je me trouve devant le dilemme, c'est-à-dire ou bien quand même essayer un peu de traiter mon sujet et de ne pas vous laisser le temps de me poser des questions, ou bien de m'arrêter brutalement et de laisser à peu près un quart d'heure, 20 minutes de questions. Eh bien, je vais décider de façon arbitraire. D'abord, je ne vois pas vos traits et je vais continuer. Je vais voir si je peux quand même vous laisser 5 minutes. Enfin, je continue. Parce qu'il y a une chose qui est très difficile à comprendre, c'est le temps. C'est le temps. Et il y avait une façon simpliste de comprendre le temps historique et de comprendre le temps évolutif. C'était une sorte de fleuve qui s'avance majestueusement. À un moment donné, des choses se développent et ça progresse. Or, aujourd'hui, nous savons que tout ce qui se développe est toujours le produit d'une marginalité ou d'une déviance. Par exemple, la vie n'est pas un phénomène banal dans le cosmos, on ne sait même pas s'il y a d'autres vies, il y en a peut-être, mais elles sont très loin. Ce qu'on sait sûr, c'est que dans le système solaire, c'est une planète déviante qui a donné lieu à la vie. Et quand la vie est apparue,
Elle s'est développée de façon buissonnante. Il n'y a pas eu un fleuve majestueux de la vie qui aboutit de la bactérie à Homo sapiens. Il y a une prolifération d'espèces végétales et d'espèces animales. Et puis, chez les vertébrés apparaissent les reptiles, puis les mammifères. Et chez les mammifères apparaissent une branche des mammifères qui va être les primates. Et chez les primates, des embranchements nouveaux vont apparaître. Tout ceci. Et l'hominisation, c'est un rameau déviant dans la savane, n'est-ce pas, d'un groupe d'anthropoïdes, de primates qui existaient dans la forêt vierge. De même dans l'histoire humaine. On a cru que le développement des forces productives dans le monde féodal déterminait la naissance du monde capitaliste, etc. Non. Le livre, par exemple, de Bechler sur les origines du capitalisme est intéressant parce qu'il faut, si on prend un autre point de vue, vous avez une société homéostasée qui était la société féodale. Les maîtres, les féodaux, avaient des paysans, des terres, ils vivaient de ces terres. Les paysans vivaient plus ou moins bien, plus ou moins mal, plutôt. C'était un univers qui pouvait demeurer tel. Mais les féodaux sont allés en croisade, les féodaux ont aimé les troubadours, ils ont aimé les pierreries, les soieries, le luxe, les chants, les fêtes et tout ça. Et ceci fait, ils ont entretenu une petite classe parasitaire au départ, qui était la classe des marchands. Et puis les marchands se sont développés, les villes ont été créées, elles ont eu des franchises. Et ainsi a commencé à se développer la bourgeoisie, et le développement de la bourgeoisie historique, avec celui de la royauté, etc., a entraîné la désintégration du pouvoir de l'aristocratie. On est passé du monde féodal au monde bourgeois, du monde bourgeois au monde capitaliste. Bon, tout commence toujours par une déviance. Si cette déviance n'est pas écrasée, elle devient une tendance, et cette tendance devient dominante jusqu'à ce qu'apparaisse une autre déviance qui excelle. Cela est vrai dans l'histoire religieuse. Dans l'histoire religieuse, Jésus est un déviant, comme Mahomet. Moïse, n'en parlons pas, c'est un Égyptien, n'est-ce pas, qui s'est pris pour un Juif. Donc, toute naissance d'une idée nouvelle, d'une découverte nouvelle apparaît nécessairement comme déviante, contraire à la croyance établie, à l'ordre établi. Et c'est comme ça, en quelque sorte, que l'histoire a lieu. Et les historiens, pendant 50 ans, n'est-ce pas, d'histoire, la nouvelle histoire, ce qu'on appelait la nouvelle histoire, voulaient croire qu'il fallait éliminer les événements, les batailles, tout ça, les accidents. Non, c'était des courants économiques majestueux qui développaient tout. Alors que pendant ce temps-là, les physiciens, les thermodynamiciens, comme Prigogine, montraient que dans des phénomènes justement de turbulence, de tourbillon, il se créait des bifurcations, un système pouvait passer à la stabilité ou à la désintégration. Et dans le monde physique, nous voyons des moments comme ça où, à partir d'un certain état, il peut y avoir deux voies tout à fait différentes. Et la bifurcation est un phénomène historique, nous l'avons vu, nous le voyons sans arrêt, nous nous habituons après, mais enfin, est-ce que l'apparition de Gorbatchev qui aurait prévu que c'était le début d'une bifurcation historique extrêmement importante? Alors, donc, nous devons reconnaître que l'évolution n'est pas le grand fleuve tranquille, nous devons reconnaître que l'histoire doit être aussi une histoire vue, pas seulement avec ses événements, ses innovations, mais ses turbulences, ses folies, ses destructions, ses délires. Il faut unir les deux versions. Il y a ceux qui ont une vision shakespearienne de l'histoire, c'est-à-dire le bruit et la fureur, les crimes, les parricides, les coups d'État, les régicides, les complots, les parjures, les meurtres, les hécatombes, et puis ceux qui ont la vision déterministe, marxiste, le développement des forces économiques, forces productives. Eh bien, il faut que nous fassions copuler ensemble Marx et Shakespeare pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et du point de vue du temps, nous vivons en même temps, nous vivons plusieurs temps dans le temps. Incontestablement, nous vivons dans un temps irréversible. Mais dans ce temps irréversible, nous pouvons créer des temps circulaires. De même que le tourbillon crée sa propre circularité, une société crée son temps circulaire avec son horloge, les 365 jours, etc. Bien entendu, elle sait, cette société, que ce temps circulaire, il se trouve, c'est plutôt un temps spiraloïde, n'est-ce pas, qui est emporté comme ça.
Et elle sait plus ou moins l'accommoder avec les années bissextiles, mais nous vivons le rythme, nous vivons le temps circulaire de l'alternance du jour et de la nuit, du métro boulot dodo, etc. Et dans le temps irréversible. Et nous vivons dans un temps continu où on répète les mêmes choses, les mêmes gestes, et le temps discontinu de l'événement, de l'accident, et souvent de l'événement qui vient de nous-mêmes, parce que là, j'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est que la différence entre la machine naturelle et la machine artificielle, c'est que la machine artificielle est une machine triviale, c'est-à-dire une machine dont on connaît tous les comportements à l'avance, quand on sait que, quand on connaît les inputs, on sait quels vont être les outputs. Bon, la machine naturelle, eh bien, vous avez beau connaître des inputs, vous ne savez pas ce qui va en sortir. Je vous donne un exemple, je dirais extrême, mais enfin qui m'a toujours beaucoup frappé. C'était un de mes amis qui était avec sa fiancée à la mairie du 14e arrondissement où il devait se marier. Et au moment où le maire, n'est-ce pas, lui demande « Voulez-vous épouser un tel ?» il avait une marguerite dans sa poche et puis il fait « Oui, non, oui, non. » Et le dernier pétale, c'est « non ». Ah, il dit « Je m'excuse, je regrette, non, non ». Il est évident que cet événement absolument imprévisible est arrivé. C'est un événement qui n'a pas de conséquences historiques. Mais est-ce que vous croyez que c'était prévisible que Jeanne d'Arc entendisse des voix, Gabriel, qui lui dit va trouver le roi de France? Vous croyez que c'était prévisible, ça? Vous croyez que c'était prévisible qu'il y ait un appel de la résistance de 1840 en disant la guerre ne fait que commencer, des forces immenses sont entrées dans la bataille, alors que tout le monde disait mais la guerre est finie, on est ratatiné, c'est fini, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'était prévisible la défaite de l'Allemagne au moment? Bon. Autrement dit, la société, la vie, nous-mêmes, nous sommes des machines non triviales et parfois nous faisons des choses stupéfiantes qui stupéfient pas seulement les autres mais nous-mêmes. Et c'est ça, du reste, la vertu des romans de Dostoïevski qui nous frappe tellement, c'est parce que c'est l'écrivain qui a le plus rendu compte du caractère non trivial de l'être humain. Alors, nous accélérons vers la conclusion. Je dirais que la complexité, la vision simple, c'est de dire nous avons une vision des choses telles qu'elles sont. Si je ne me trompe pas, si je ne suis pas halluciné, eh bien, effectivement, je vois la réalité. Alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, c'est une traduction et une reconstruction, et que, intrinsèquement, rien ne distingue une hallucination d'une perception. Alors, la seule façon de contrôler que nous ne sommes pas hallucinés, c'est de parler à nos voisins, de dire « Vous êtes bien d'accord, nous sommes bien à l'amphithéâtre 800, là? Oui, oui, c'est bien ça. Bien. Bon, je parle de la complexité, c'est sûr, ça, bon. » À ce moment-là, je suis un peu rassuré parce que je sais que ce n'est pas une hallucination. Mais il y a aussi des cas d'hallucination collective, n'est-ce pas? Comme à Fatima, n'est-ce pas? Ils sont quand même quelques centaines de milliers à avoir vu le soleil danser le boogie-woogie. Bon. Alors, c'est très difficile, donc nous avons besoin toujours de correctifs à notre perception. Ce n'est pas simple, l'objectivité. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on ne peut pas détacher l'observateur de son observation, ni le concepteur de sa conception. C'est-à-dire que, puisque nous traduisons, puisque nos sens sélectionnent l'objet, puisque nos appareils même de mesure eux-mêmes se plaquent sur l'objet, il est évident que la réalité n'existe pas en soi. Nous revenons à une vieille idée de Kant. Nous ne connaissons pas les choses en soi. Nous connaissons les choses avec nous. Nous connaissons les choses parce que nous nous impliquons avec tous nos sens et toutes les possibilités de notre esprit. Mais l'observateur est là. L'angle de vue, nous le savons très bien, le même phénomène change selon l'échelle. Je prends un microscope électronique. Cette table qui me semble si pleine s'évanouit pour faire place à une sorte de nuit étoilée dont les étoiles sont les atomes qui la constituent. Selon l'échelle, cette table elle-même disparaît si je mets à l'échelle cosmique. Alors donc, nous avons besoin de multiplier les angles et nous avons besoin de chercher un métapoint de vue. Qu'est-ce que c'est un métapoint de vue? C'est d'essayer de contrôler notre point de vue par
un point de vue qui l'englobe. Qu'est-ce que c'est qu'un métasystème? Ou un métalangage, c'est un langage qui permet de comprendre d'autres langages, que les linguistes savent bien. Et nous avons essayé, comme des gens qui se trouvent dans un camp de concentration et qui essaieraient d'élever un mirador, ils ne peuvent pas sortir du camp de concentration. On ne peut pas avoir le point de vue Sirius, on ne peut pas avoir le point de vue absolu. Nous devons renoncer à toute connaissance absolue, à tout point de vue sur l'ensemble de l'univers. Mais nous pouvons quand même corriger notre point de vue local. Avec ce mirador, nous pouvons comparer, voir ce qui se passe à l'intérieur de notre camp, puis ce qui se passe à l'extérieur. Nous pouvons avoir sur d'autres sociétés des livres, les sociétés du passé, nous pouvons voyager, nous pouvons confronter, comparer, et à partir de toutes ces comparaisons, essayer d'avoir un méta-point de vue. Alors, je voulais quand même vous dire une chose encore, je l'ai dit uniquement, je l'énonce sans essayer du tout de la développer. Connaître, vous savez, des penseurs allemands du siècle dernier avaient fait une différence entre la compréhension et l'explication. Moi, je reprends ces termes avec un sens différent, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'expliquer? Expliquer, c'est utiliser tous les moyens que nous avons pour traiter des objets en tant qu'objets. Nous utilisons la causalité objective, nous utilisons les mesures, nous utilisons différents modes de connaissance et nous expliquons de cette façon. La compréhension, c'est une façon de connaissance qui va de sujet à sujet. Comment? Eh bien, par exemple, si je vois une personne pleurer, si je reste au niveau de l'explication, je m'approche, je lui dis, vous pouvez me permettre de donner une goutte, n'est-ce pas, que j'analyse, n'est-ce pas? Ah tiens, ce liquide est salé, tiens, pourquoi ça tombe de votre œil, etc., etc., etc. Vous ne comprenez rien. Mais nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de vérifier les larmes. Nous savons tout de suite, par la mimique, par les yeux, par l'expression, que cette personne souffre. Et nous voyons très bien, au bout d'un certain temps, parce qu'il y a des larmes de joie, nous faisons très bien la différence entre les larmes de souffrance. D'abord, personne a un chagrin. Bon. Nous comprenons par une sorte de phénomène d'empathie, de mimétisme, et nous pouvons comprendre tout ce qui est amour, tout ce qui est haine, tout ce qui est notre vie affective. Ceci relève de la compréhension. Et dans tout ce que nous faisons sur les choses humaines, nous devons mêler compréhension et explication. Alors qu'une pensée glacée, une pensée économiste, une pensée purement quantitative ne cesse de voir les êtres humains comme individus et comme sujets. Elle est incapable de compréhension. Le Fonds monétaire international va dire à la Tunisie, au Maroc, à la Russie, à l'Ukraine, élever le prix du blé ou le prix du couscous. Et puis, en Tunisie, c'est les émeutes qui explosent, en Maroc, etc. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de mettre le prix du couscous au prix du marché mondial, etc. Il s'agit aussi de voir ce que vont faire les êtres humains dans une situation où ce prix du couscous va dépasser leur capacité. Regardez les paysans japonais, tous révoltés parce que on veut que le riz, n'est-ce pas, enfin, on peut prendre des mesures où le prix du riz serait internationalisé. Évidemment, comme le riz leur vient beaucoup plus cher que le riz des pays voisins, il y aura fin de l'agriculture au Japon. Mais eux, ils réagissent assez tôt, alors que nous, on réagit quand tout est mort. Hein. Mais voilà le problème. Vous avez des considérations technocratiques, idéocratiques, économocratiques, et tout ceci ne tient absolument pas compte des êtres concrets. Donc, il faut lier la compréhension et l'explication. Et je conclus, en somme, en revenant à ce que je disais. Parce que le mot de paradigme, le paradigme, ce sont les principes occultes qui gouvernent notre pensée et dont nous sommes totalement inconscients. Nous sommes inconscients que nous compartimentons et nous isolons. Nous sommes persuadés que les choses sont isolées, que les choses sont séparées. Nous sommes persuadés que c'est ça la réalité. Et quand quelqu'un dit « mais vous allez relier ça, mais qu'est-ce que c'est pas intéressant ». Tout ce qui passe entre les mailles de ces compartiments, entre ces compartiments, n'est-ce pas, est vidangé comme étant de l'excrément du savoir. Alors que c'est, comme dirait André Breton, c'est l'or du temps, n'est-ce pas?
c'est le meilleur, bien sûr. Alors, le paradigme dominant, c'est un paradigme qui disjoint, qui réduit, qui compartimente, qui mécanicise. C'est celui qui correspond à la logique de la machine artificielle. Mais le paradigme de complexité distingue, évidemment, sinon ça serait la confusion, mais en même temps, il opère la conjonction. Il unit, il relie, tout en distinguant. Il peut reconnaître des contradictions et des conflits dans la connaissance. Et par là même, il peut procurer une rationalité complexe qui n'est pas purement mécanique et qui n'obéit pas à la logique seulement aristotélicienne. Alors, la pensée complexe, c'est un peu une pensée qui obéirait à ce principe qui lui sert de pense-bête et qui lui apprend à relier. Or, vous vous rendez compte qu'il faut une pratique, il faut commencer, il faut retourner sur les bancs de l'école communale, et il faut changer d'instituteur, enfin, il faut tout recommencer, et surtout ne pas aller à l'université. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il y a une réforme de pensée et une réforme du système d'éducation à faire, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, qui est une institution où il s'agit d'éduquer les éducateurs ou d'auto-éduquer les éducateurs. Et donc, parce que là-dessus, il ne s'agit pas de nier la nécessité et l'utilité de la spécialisation. Il s'agit d'être capable de relier ce qui apparaît dans les pensées spécialisées. Il s'agit de ne pas seulement faire de l'interdisciplinaire où les représentants des différentes disciplines se rencontrent dignement comme à l'ONU, n'est-ce pas, les représentants des différents pays, et chacun commence à discuter sur leurs frontières et leurs territoires respectifs en se regardant de travers. Non, là, s'il s'agit d'aller au-delà de l'idée interdisciplinaire, il faut une pensée transdisciplinaire, c'est-à-dire qui traverse les disciplines, qui les reconnaît, et qui, par là même, selon l'expression de René Berger, est outre-disciplinaire. Donc, vous voyez que le vrai problème de la pensée complexe est un problème finalement radical. Alors vous me direz, ben écoutez, c'est trop fatigant, il est beaucoup plus simple de penser comme d'habitude. Évidemment, évidemment, mais est-ce que ça ne va pas conduire à la catastrophe? Est-ce que ce n'est pas la domination de ce mode de pensée qui fait que tous les problèmes s'aggravent dans le monde et dans la nation aussi? Et est-ce que ce problème de réforme de pensée n'est pas seulement un problème pour des intellectuels, des universitaires, mais n'est pas un problème aujourd'hui politique et crucial? Est-ce que ce n'est pas dans le monde entier que les ravages de la pensée parcellaire produisent des catastrophes? Je vous laisse sur cette interrogation.